Donc, bienvenue à tous les participants qui se sont déjà connectés. Merci à eux d'avoir bien voulu couper son et caméra, comme nous allons le rappeler tout à l'heure. Donc, je suis Michèle Busca, je suis responsable qualité à l'EPAS 65 dans les Hautes-Pyrénées. Je vais laisser ma collègue Madame Roussy se présenter. Bonjour à tous, je suis Annick Roussy, je suis responsable de site et de service au groupe EFES dans l'Aisne. Donc, pour ma part, je suis dans les Hauts-de-France. Très bien. Michèle. Merci Annick. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 4e volet des webinaires organisés par le GEPSO dans le but de s'approprier autant que possible le nouveau référentiel de la HAS. La méthode que nous vous présentons aujourd'hui, c'est la méthode du traceur ciblé. Notre intervention se découpe en 3 temps. Une première partie qui va être consacrée à vous présenter la méthode. La seconde partie, nous diffuserons une vidéo enregistrée de 2 professionnels qui se sont prêtés à un exercice qui n'était pas forcément très facile pour elles et qui était d'imaginer comment elles prépareraient l'entretien avec les évaluateurs dans le cadre des entretiens de cette méthode traceur ciblé. Il faut juste vous préciser que nous n'avons pas pu avoir de témoins expérimentateurs de la méthode. Et donc, c'est pour ça qu'on a sollicité des professionnels pour faire comme si. Voilà. Avant de commencer, je repasse la parole à Annick qui va nous donner quelques petits points de méthode pour que tout se passe bien. Voilà. Donc, quelques petits alarmes. Donc, comme tous les autres webinaires, l'exercice du jour fait l'objet d'enregistrement qui permettra à ceux qui n'auront pas pu se connecter aujourd'hui d'accéder au contenu ultérieurement, voire de pouvoir le réaliser dans nos organisations. Donc, faciliter la fluidité sur les séances et donc l'accès de tout le monde. Merci de couper micro et caméra. Nous vous invitons à poser au fur et à mesure vos différentes questions par l'intermédiaire du chat. Les questions seront reprises sur le temps prévu à ce webinaire pour qu'on t'en dise compte. Et vous pourrez continuer à l'issue de l'intervention à poser vos questions. Celles-ci pourront être reprises lors du webinaire de clôture du 5 juillet avec la HAS qui pourra répondre éventuellement aux questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Une attention particulière a été portée lors de la préparation de ce webinaire à rendre son contenu accessible au plus grand nombre, non seulement aux professionnels, mais également aux personnes accompagnées. Donc, à la préparation de méthode, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Je ne vois pas si voilà. Alors, nous sommes en attente du PowerPoint qui, normalement, doit arriver. Est partagé par Annick. Voilà. Nous nous excusons pour les petits désagréments techniques. Voilà. Nous payons de malchance. Voilà. Dans un premier temps, nous allons été sur la définition qui peut être donnée traceur ciblé. Donc, nous nous interrogeons. Annick, Je vais partager. Je vais le faire. Excusez-moi. Alors, c'est Adèle qui va reprendre la diffusion du PowerPoint, pardon, pour les participants. Voilà. Est-ce que le PowerPoint... Oui. Voilà. Allez. Ah, il a disparu. Je vais le partager.
Vous le partagez? Oui. Voilà, je vous laisse faire. Donc, nous en sommes donc de fait à la diapo. Super, super. Merci Adèle. Merci Adèle. Michel, je me permets d'intervenir. Peut-être déconnecter votre caméra parce que c'est vrai qu'on vous entend très très mal, on vous voit mal sur le. Ah, moi aussi? webinaire. Non, pardon, pas Michel. Annick, excusez-moi. Annick, ouais. Si vous pouvez déconnecter juste la caméra, peut-être qu'on aura un meilleur son. C'est vrai qu'il y a beaucoup de participants qui indiquent ne pas très bien vous entendre, ce qui est mon cas également. Donc voilà, j'ai coupé la caméra. Est-ce que ça va aller? Et j'ai m'efforcé de parler peut-être un petit peu plus fort. Donc effectivement, la définition du traceur ciblé. Donc nous sommes sur la diapo 4. Adèle. Donc nous allons dans un premier temps nous interroger donc sur la définition concrète qui peut être donnée du traceur ciblé. Donc c'est une méthode basée sur des entretiens qui va servir aux évaluateurs à mesurer la mise en œuvre réelle, concrète d'un processus sur le terrain. Donc, en fait, c'est une méthode qui va interroger la cohérence à différents niveaux et surtout la maîtrise d'un processus, c'est-à-dire comment les professionnels connaissent, maîtrisent et mettent en œuvre. Tout au long de notre intervention, vous allez nous voir insister régulièrement sur le point essentiel, la preuve de ce qui est dit. Donc, nous reviendrons régulièrement sur ce point. Mais avant d'aller au-delà et plus particulièrement sur le déroulé de la méthode, je passe la parole à Michel sur la notion de processus. De quoi parle-t-on en fait quand on parle de processus, qui est donc évalué dans la méthode? Alors, si Adèle veut bien passer à la page d'après, voilà. Un processus, pour ceux qui ont suivi le 3e webinaire la semaine dernière, c'est quelque chose qui a été déjà défini. Mais comme tous les participants n'étaient pas forcément présents la semaine dernière, nous avons pensé qu'il était nécessaire de reprendre cette idée-là, puisqu'en fait, elle est fondamentale dans les entretiens après tels qu'ils vont se dérouler. Donc, le processus, si on regarde la définition qualité, c'est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui utilisent des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté. Bon, ça, c'est très théorique. Si on simplifie un peu, c'est un ensemble de tâches et d'activités pour arriver à un résultat de qualité et qui ait aussi du sens pour la personne concernée, même si la question du sens n'est pas dans la première définition. Et le processus dans le traceur ciblé, c'est la cible. C'est la façon dont, c'est le domaine que l'on va explorer avec l'évaluateur. Donc, si on prend un exemple tout à fait concret, je crois qu'il a déjà été pris la semaine dernière, mais je pense qu'il est très parlant pour les professionnels, c'est le processus d'admission. Le processus d'admission, c'est un ensemble d'activités que va mettre en place l'établissement pour permettre à la personne d'être intégrée à l'établissement. Ça peut être une phase de demande. En général, il y a une phase de demande. En général, et souvent, mais pas toujours, il y a une phase de stage. Ensuite, il y a une phase plus administrative qui est d'acter l'admission, peut-être avec une commission ou un dossier. Et ensuite, il y a une phase d'accueil en général où on fait en sorte de réfléchir à la façon dont on va accueillir quelqu'un concrètement quand il arrive, le jour où il arrive dans l'établissement. Voilà, ça c'est un processus, c'est le processus d'admission décomposé en activités et décomposé en tâches derrière. C'est-à-dire que dans le dossier d'admission, peut-être la secrétaire va vérifier que tous les éléments que devait fournir la personne ont bien été fournis. Vous voyez ?
Donc, c'est tout ça qui va constituer la cible. Alors, on vous donne un exemple. Il peut y avoir un processus, ça peut être aussi la façon dont on accompagne le recours à tous les professionnels de santé. Il peut y avoir ça peut être le processus de sortie. En tout cas, ce processus va être interrogé lors des entretiens. Le processus qui sera choisi va être interrogé lors des entretiens. Et c'est l'équipe qui est concernée par ce processus qui va être entendue. Mais ça, on va le voir dans la slide d'après, s'il vous plaît, Adèle. Donc, qui est mis à contribution dans ces entretiens? Eh bien, nous avons déjà les évaluateurs. En général, ils seront au moins 2. L'équipe des professionnels de terrain. Donc, c'est bien cela. Alors, si on reprend notre processus d'admission, ben, on peut avoir des professionnels de l'accompagnement, des professionnels administratifs, on peut avoir, pourquoi pas, un surveillant de nuit ou la personne qui assure l'entretien des locaux, puisqu'ils vont contribuer tous au fait que la personne intègre l'établissement de la meilleure manière qu'il soit pour elle. Et puis, ça, c'est la première phase d'entretien entre les évaluateurs et les professionnels de terrain. Et puis, il y a une autre phase d'entretien qui concerne les évaluateurs et les professionnels d'encadrement qui sont entendus dans un second temps pour permettre, comme l'a dit tout à l'heure Annick et comme on l'a aussi dit dans les autres webinaires, pour permettre de croiser les informations qui sont délivrées par l'un et l'autre des groupes, chacun à son niveau. Donc, Annick va maintenant nous expliquer les entretiens en pratique et je lui passe donc la parole. Tout à fait. Alors, ces entretiens dans la pratique, on va d'abord les développer sur le avant. Adèle, et nous avons trouvé la diapo. La caméra. Non. Alors, on avance un peu trop. On avance. Voilà, on avance un peu trop. Je vais peut-être reprendre cette question-là le temps que les choses se remettent en place pour Annick, puisque je crois que nous l'avons perdu. Nous avons perdu le lien. Alors, si on s'attache au rôle de chacun, les évaluateurs, ce sont eux qui choisissent le processus qu'ils vont évaluer. Je vous ai dit que des processus, il y en a plein dans l'établissement. C'est lui qui choisit le processus ou les processus qu'ils vont évaluer. Et c'est aussi l'évaluateur ou les évaluateurs d'ailleurs qui vont consulter les documents, ressources et preuves avant les entretiens. D'où l'importance, et on y reviendra, de la traçabilité et l'importance d'avoir des preuves et de les réunir en amont. Donc, je ne pense pas qu'Annick soit revenue, donc je vais continuer. Ceux qui sont dans le premier entretien, donc ce sont ceux qui interviennent dans le processus choisi, ça je vous l'ai expliqué précédemment, et ce sont ceux qui sont identifiés comme tels par l'établissement. C'est-à-dire que l'établissement sera amené à mettre en place le groupe. Voilà, je crois qu'Annick est revenue. Si tu veux parler des professionnels d'encadrement, j'en suis là. D'accord. Donc, si on reprend notre diaporama, je ne vois pas s'il est à l'affichage. Donc, effectivement, donc, nous avons représenté sous la forme d'une marguerite voilà, c'est la suivante. Alors, Annick, je n'avais pas terminé les professionnels d'encadrement. Les professionnels d'encadrement, je ne les ai pas présentés, si tu veux le faire. Tout à fait, oui. Vas-y.
Alors, ils seront entendus dans un second temps, comme c'est écrit, pour croiser les informations recueillies. Et en réalité, les professionnels d'encadrement parlent de leur place. Donc, eux, ils sont dans la pratique du management des moyens. Donc, par rapport au processus qui est mis en œuvre, ils pourront compléter ou amener des éléments dans la façon dont ils entendent manager, dont ce processus est managé sur le terrain. Donc là, Annick, si tu veux continuer sur la marguerite, effectivement, nous sommes allés regarder d'un peu plus près ce qui est prévu comme thématique balayée dans le cadre de ces entretiens. Voilà. Adèle, s'il vous plaît, si vous pouvez Alors, Adèle, passer la diapositive. Voilà. Hop. Alors, je suis vraiment, vraiment désolée, on a des problèmes techniques. Des problèmes techniques de bande passante. Il y a eu un problème, mon écran a arrêté de se partager, donc je le réessaye. Donc, si on peut avoir la diapositive suivante. Désolée pour les problèmes techniques. Est-ce que c'est bon? Moi, je ne le vois pas, mais on va partir du principe que c'est partagé. Alors non, on est à la phase avec la marguerite, Adèle, avec les couleurs. La page 8. Attendez, il y a eu encore un problème. Je recommence. J'ai eu une coupure moi-même juste avant qu'on commence. Désolée pour les participants. Alors, c'est la page avant. Alors, la page avant, en attendant que ça puisse revenir, nous avons essayé de balayer pour chaque cible, donc pour le processus qui sera choisi. Dans le référentiel, il est bien indiqué que l'ensemble des thématiques à évaluer sont évaluées dans chaque processus. Voilà, donc les thématiques, nous les avons là, ça y est, à l'écran. Elles sont au nombre de 7. Et si Annick est là, je lui repasse la parole. Sinon, c'est moi qui continue. Donc, elles sont au nombre de 7. Dans les ronds de couleurs, on a essayé de les traduire en termes simples. Par exemple, vous voyez qu'au centre, on parle de la bienveillance et de l'éthique. Et on l'a traduit pour les personnes qui ne sont pas forcément des professionnels par le fait d'être bienveillant et de s'interroger sur ce qu'on fait pour autrui. Et donc, on a adapté l'ensemble des thématiques que vous voyez à l'extérieur de la fleur. On a essayé de les traduire. Donc, nous avons dans les thématiques l'accompagnement à la santé, l'accompagnement à l'autonomie, la continuité, la fluidité des parcours. Donc là, c'est assurer à la personne un parcours en cohérence avec ses besoins et sa personnalité. Les droits de la personne accompagnée, bien sûr, et en premier, avoir les mêmes droits qu'autrui. Construire son projet avec et dans l'intérêt de la personne accompagnée. C'est la co-construction, la personnalisation du projet d'accompagnement. Bon, je ne vais pas les lire tous, mais l'important, c'est de savoir que dans la méthode du traceur ciblé et dans les entretiens avec les professionnels comme avec l'encadrement, quel que soit le processus choisi, ces thématiques seront balayées. Et l'évaluateur consultera les documents en lien avec cette cible et avec ces thématiques, les documents produits par l'établissement. Si Adèle veut passer à la slide d'après, je ne sais pas si nous avons Annick. Je suis là. Allez, alors Annick, l'entretien avec l'équipe. Voilà, donc effectivement, donc nous avions notre slide. Donc si on prend notre exemple de processus d'admission, donc on va prendre l'exemple de la thématique des droits de la personne accompagnée. Par exemple, la question de la gestion des droits à l'image, c'est le critère 2225. Comment les explications sur le droit à l'image sont données et comment le recueil du consentement se fait? Est-ce que tous les professionnels le maîtrisent?
Est-ce que tous les professionnels qui vont être amenés à accompagner une personne connaissent la position de la personne quant à son droit à l'image? Et donc, ça rejoint effectivement la question abordée dans tout en départ, la question de la preuve, à la fois sur le fond et sur la forme. Donc, c'est une question qui va être essentielle au-delà des explications des professionnels. On doit pouvoir retrouver, au travers de comptes rendus de réunion, de fiches procédures, au travers du dossier du résident, en fait, tous ces éléments, si on prend cet exemple du droit à l'image, qui vont bien apporter la preuve que, effectivement, le processus est bien maîtrisé. Donc, sur cette slide du pendant, donc après le avant, là, le pendant, donc ça illustre bien la question des conditions optimum pour la réalisation de la méthode. Et en fait, quand on aura rempli ces différentes étapes, donc je ne vais pas vous redétailler, l'objectif sera atteint si l'équipe est parvenue à expliquer comment et pourquoi elle a mis en place les choses de cette manière. Donc voilà, donc au niveau du pendant, je pense que la slide est assez claire. Donc on va passer au pendant avec l'encadrement, avec la gouvernance, s'il vous plaît, Adèle. C'est fait, Annick. Voilà, donc toujours dans le pendant, donc selon le niveau d'opérationnalité du processus, c'est-à-dire en fait sur l'organisation de terrain, les évaluateurs vont déterminer les professionnels d'encadrement qu'ils vont choisir d'entendre. Donc ce sont les professionnels d'encadrement qui sont concernés en leur sens, c'est-à-dire ceux qui mènent en fait l'organisation. Donc, ils pourront faire le choix d'entendre un chef de service ou le directeur ou un autre professionnel d'encadrement. Donc, voilà, c'est vraiment les évaluateurs qui vont déterminer où est-ce qu'ils vont mettre un peu le curseur des personnes qui vont entendre. Donc, voilà sur le avant, le pendant. Donc, je vais passer la parole à Michel sur une question essentielle à la méthode. Oui, nous avons voulu attirer votre attention, d'ailleurs comme dans le webinaire précédent, sur un point de vigilance important, c'est que dans le référentiel, sur le traceur ciblé, sur la méthode traceur ciblé et dans les critères évalués, nous avons des critères impératifs. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi les autres webinaires, que l'accompagné traceur, il n'y a pas de critères impératifs. L'audit système, il y en a un certain nombre, 11 je crois, et sur celui-là, je crois qu'il y en a 8. Donc, ces critères impératifs concerne, dans la méthode traceur ciblé, le droit des usagers. Tous les critères qui portent sur le droit des usagers sont des critères impératifs. Ça veut dire que l'établissement doit avoir le niveau tout à fait satisfaisant, le code 4. Et si ce n'est pas le cas, ça débouche sur une procédure particulière qui est qu'une fiche est remplie dans le rapport, ça fait appel à un plan d'action qui doit être joint au rapport et bien entendu, on imagine bien que ça veut dire qu'il faut le mettre en œuvre assez rapidement puisqu'il pourra aussi être contrôlé par l'autorité de contrôle. Donc, ces critères impératifs, dans la méthode traceur ciblé et dans la préparation, il est important d'y avoir un œil particulier et sans doute de pouvoir confronter ça avec ce qui est mis en place dans vos établissements pour éventuellement se préparer au mieux à cette situation. Je pense qu'on peut passer à la slide après, qui était donc de réunir quelques idées pour se préparer, puisque en fait, ce que le but recherché, c'est bien, comme l'a dit Annick tout à fait au début, de vérifier la cohérence entre la commande institutionnelle et sa réalisation concrète. La commande est portée par l'encadrement, la réalisation par les professionnels. Vous voyez bien qu'il y a croisement entre les deux. Et croisement entre les deux avec l'épreuve.
Donc, la première chose pour se préparer, c'est sans doute de tracer beaucoup et de préparer les preuves qu'on a pu déjà recueillir ou peut-être d'augmenter la façon dont on les trace si on pense qu'elles ne sont pas suffisamment tracées pour pouvoir avoir cette base documentaire correcte, en sachant que pour avoir des preuves, c'est vraiment des preuves de ce qui est fait. Donc avoir quelques indicateurs, ça peut aussi être une bonne ressource. Avoir, par exemple, si c'est le processus d'élaboration du projet personnalisé, avoir un tableau de suivi de la démarche de réalisation du projet personnalisé, c'est-à-dire pas uniquement de la date de réunion d'élaboration, mais de la démarche du moment où on a consulté la personne, voir son entourage, si elle l'a souhaité, avoir donc la date de la phase de réalisation d'élaboration proprement dit du PP, la phase de signature de l'avenant, enfin voilà, quelque chose qui montre vraiment la démarche qui est poursuivie par les équipes et par l'établissement. On a pensé aussi que pour bien se préparer, il pouvait être important d'identifier quelques processus, savoir comment se déploie dans votre établissement le processus d'admission. Alors, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, il est fondé sur ma pratique. Il peut y avoir d'autres façons de déployer ce processus, mais avoir comme ça quelques images formalisées des processus que vous avez dans votre établissement. Il faut aussi sans doute se replonger un petit peu dans les documents clés que peuvent être le projet de service, mais pas que. Avoir sans doute vérifié quels sont les outils de traçabilité qu'on a et les outils qu'on met en œuvre. S'interroger sur l'appropriation de tous ces documents. Connaître ses forces et ses faiblesses, en général, c'est quelque chose qu'on a déjà évalué dans l'évaluation interne ou externe, en tout cas les dernières évaluations que l'on a pu faire. Et du coup, eh bien, éventuellement, identifier des points d'amélioration essentiels qui ne souffriraient pas d'attendre, notamment ceux liés aux critères impératifs dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être un point très important de centrer l'effort de l'établissement sur des critères qui ne seraient pas remplis du point de vue du droit des usagers. Je ne vous rappelle pas que la plateforme Sinae vous permet d'aller faire une auto-évaluation qui vous permettra sans doute de confirmer ou infirmer votre vision de l'évolution de votre établissement, du point où il en est de cette évolution. Et puis, bien sûr, et enfin, pensez à la logistique, puisque les lieux et le matériel sont des choses importantes. Il faudra pouvoir avoir accès le jour même de l'entretien à l'ensemble des documents, y compris informatisés, puisque la plupart le seront sans doute, et avoir les salles qui correspondent bien à ce que l'on voudrait pouvoir faire tranquillement. Voilà. Il y a sans doute plein d'autres choses à faire pour se préparer, mais nous avons essayé de vous faire un petit panel des choses les plus essentielles. On va maintenant passer la parole, en tout cas en vidéo, à deux personnes qui ont eu la gentillesse de se prêter au jeu, et ce n'était pas forcément très facile, de se mettre en situation de recevoir un évaluateur dans le cadre de cette méthode. Donc, Adèle est en train d'essayer de nous projeter la vidéo. Voilà, elle arrive.
Et on se retrouve tout à l'heure Bonjour, pour les est-ce que vous questions. pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Christine Lafitte, je travaille au foyer de vie depuis 19 ans. Je suis éducatrice spécialisée. Très bien. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez compris de cette méthode du traceur ciblé? Alors, j'ai compris qu'il faisait partie d'un des 3 volets de l'évaluation. Donc c'est le deuxième volet qui est le croisement entre le témoignage de professionnels et de l'encadrement. Très bien. Et est-ce que pour vous, ça représente quelque chose de nouveau en fait? Alors, l'évaluation en soi n'est pas quelque chose de nouveau au sein de l'établissement, puisqu'il y a quelques années de ça, on a eu des évaluations internes et externes qui ont ensuite, ensuite a découlé des comités de pilotage dont je fais partie. D'accord. Et est-ce que par rapport à la venue de l'évaluateur, là, et ce moment qui est quand même important dans l'évaluation, est-ce que vous avez ou est-ce que vous avez ressenti autour de vous, déjà vous-même ou autour de vous, parmi les professionnels, est-ce qu'il y a des craintes qui s'expriment? Une des craintes qu'il pourrait y avoir, c'est d'être jugé, mais ce n'est pas le but de l'évaluation. L'évaluation, à mon sens, est là pour faire avancer les pratiques et répondre au mieux aux besoins des usagers. D'accord. Donc non, je n'ai pas de crainte particulière. Et autour de vous, les professionnels en expriment ou pas? D'autres professionnels pourraient en avoir peut-être? C'est toujours cette peur d'être jugé qui ressort, mais sinon, il n'y a pas de crainte à avoir, hormis le fait de ne pas savoir répondre à une question. D'accord. Donc, dans l'hypothèse où ces entretiens se profileraient dans les mois à venir, comment pensez-vous vous y préparer en fait? Alors, la première chose que je ferai, c'est de relire toutes les procédures et revoir tous les outils que l'on utilise au quotidien. Mais dans un premier temps, je pense qu'il faut présenter, parce que je ne vais pas être la seule à être soumise à cette évaluation, donc présenter l'évaluation et la méthode d'évaluation à tous les professionnels en réunion d'équipe. Et je pense que la préparation, je la ferai de façon individuelle et aussi de façon plus collective en réunion d'équipe pour essayer de comparer nos pratiques avec les procédures qui sont en vigueur dans l'établissement. Et comment pensez-vous pouvoir apporter des preuves à l'évaluateur de ce que vous allez avancer, puisque l'évaluateur risque de vous demander des preuves? Alors, déjà, il faut que je relirai critères. En fait, une évaluation, il y a des critères d'évaluation. Et donc, c'est en fonction des critères d'évaluation que je réunirai toutes les preuves et tous les outils en fait, qu'on utilise au quotidien. D'accord. Et d'après vous, est-ce que c'est quelque chose un temps comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut apporter du mieux au service rendu aux personnes? Forcément, puisque quand on fait une évaluation, à un moment donné, on se pose, on relit tout, on voit comment on travaille et ça nous permet de prendre du recul sur nos pratiques. Et donc, il y a forcément une remise en question et donc une évolution de nos pratiques. Et par rapport au fait que la méthode change, en fait, puisqu'on a une évaluation qui évolue, le fait que de la nouvelle méthode, de cette nouvelle méthode, est-ce que pour vous c'est un plus ou c'est quelque chose qui est pas forcément meilleur? Alors, le deuxième volet, c'est déjà ce type d'évaluation qui était connu. C'est-à-dire que dans les évaluations qu'on a eues, il y avait eu le témoignage des personnes, des personnes accueillies, des professionnels et de l'encadrement. Mais là, je pense que c'est la richesse des 3 volets qui fait que cette évaluation est plus riche. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie vraiment de ce témoignage. Merci à vous. Pourriez-vous vous présenter?
Oui, mais je suis Dominique Bellil, je suis AMP ou AES, aide accompagnant éducatif et social sur le foyer d'hébergement il y a 30 ans, presque 30 ans. Très bien, Dominique. Alors, on va parler donc de la méthode du traceur ciblé. Qu'est-ce que vous avez compris de cette méthode? Eh bien, c'est une méthode qui est utilisée dans l'évaluation externe. C'est un questionnement qui est posé à la fois aux professionnels dans un premier temps et aux encadrants. Et ces questionnements sont croisés, les réponses sont croisées de façon à ce que les évaluateurs en ressortent un approfondissement dans les réponses. Voilà. D'accord. Donc, vous allez être interrogé sur la façon dont vous mettez en œuvre tout ou partie de l'accompagnement auprès d'une personne. Oui. Accompagnement au sens large, puisque ça peut concerner autant les éducateurs que le reste des professionnels. Pensez-vous ou avez-vous vous-même des craintes, ou pensez-vous que les professionnels de l'établissement puissent avoir des craintes, et si oui, lesquelles? Bon, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir, hein, puisque bon, c'est pour que notre travail soit amélioré, c'est pour la personne accueillie au final. Donc, je pense qu'on ne perd pas notre travail. Peut-être la peur d'être jugé, mais au final, c'est pour le mieux-être de la personne, pour améliorer notre travail. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Ok. Et donc, dans la perspective où cet entretien il serait organisé dans les mois à venir, puisque l'évaluation externe se mettra en place dans un délai que nous ne connaissons pas encore, mais on va imaginer que c'est dans les mois à venir. Comment prépareriez-vous ce moment important de la vie de l'établissement? Eh bien, je réunirai les différents professionnels. Oui, il faudrait faire une réunion, en parler aussi en réunion de service. Voilà, et il faudrait relire donc les différentes procédures, les différents outils que l'on utilise au quotidien. Et, et voilà, il faut en parler avec mes collègues. Oui, il faut préparer ça en amont. Et comment, dans l'entretien avec l'évaluateur, pourriez-vous démontrer ce que vous avancez? Vous avancez des choses à l'oral, vous devez les prouver. Oui. Donc, du coup, comment vous allez faire concrètement? Mais on a des documents écrits, on doit tracer tout ce que l'on fait, et donc on a des documents écrits qui montrent notre travail. Il y a des classeurs, il y a l'ordinateur, il y a les PP, il y a beaucoup de preuves, hein, oui, écrites. Bien, ce qui démontre la traçabilité Oui. à laquelle vous vous astreignez. Oui. Si on imagine donc que cet entretien a eu lieu, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il peut apporter en termes de service rendu aux personnes? Cette démarche-là, cet entretien, ça fait partie d'une démarche. Est-ce que ça peut apporter quelque chose, d'après vous, au service rendu aux personnes? Oui, je pense que au final, le fait de nous poser des questions, bon, je pense que c'est important pour le professionnel, ça nous valorise, ça montre que notre travail a de l'intérêt, et je pense qu'au final, ça va apporter ses fruits auprès de la personne accueillie. On va avoir plus de recul, on va se remettre en cause, on va chercher à améliorer notre travail, à tenir compte de ce que l'on nous a dit, de ce que l'on a avancé. Si, ça apporte de la réflexion pour approfondir notre travail, oui. Et cette méthode, par rapport à l'ancienne, du coup, est-ce qu'elle apporte quelque chose de nouveau ou pas? Oui,
pour moi, je n'ai jamais été questionnée lors des évaluations externes. Donc oui, ça m'apporte. Oui, je pense que c'est. Et puis le fait de croiser, vous dites là, le fait de croiser les réponses, je trouve que que l'évaluateur cherche les réponses d'un côté et de l'autre des professionnels, et ça va apporter forcément oui, du plus. Mhm. Bien. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu participer à ce petit entretien. Donc, on va remercier très sincèrement nos témoins qui ont volontiers accepté de se projeter dans un exercice pas facile, dans lequel ils ont effectivement bien imaginé qu'ils allaient mettre en exergue leur pratique, et ils ont fait ça dans une vision concrète et dynamique. Et ce qu'on peut se dire, c'est que ces témoignages ne peuvent que nous laisser optimistes quant à la capacité des équipes de s'approprier effectivement cette méthode du traceur ciblé. Donc, je pense que nous avons globalement balayé cette méthode en essayant de la rendre la plus concrète possible. Nous allons maintenant passer la parole à Adèle et David pour vos questions qui ont été relayées sur le chat. Donc, comme cela a déjà été dit, pour certaines d'entre elles, nous n'aurons pas forcément la réponse immédiate ou suffisante. Dans ce cas, elles pourront être reprises sur le webinaire final du 5 juillet. Donc, à vos agendas. D'ici là, vous avez le temps d'ajouter de nouvelles questions ou de les compléter. Donc, je passe la parole à Adèle et à David. Merci Annick et merci Michel pour la présentation, même si elle était par moments un peu chaotique. En tout cas, merci, vous êtes arrivés au bout de la présentation et il y a des questions effectivement à votre intention. Du coup, on va peut-être les reprendre dans l'ordre de présentation. C'est la première question qui est apparue, c'est quels sont les critères qui permettent d'identifier là où les cibles choisies par l'évaluateur? Est-ce que vous avez des éléments pour pouvoir répondre à cette question-là? Alors, on n'a pas d'éléments concrets dans le manuel qui dirait les critères pour identifier la cible, ça sera ça, ça ou ça. Par contre, on peut imaginer que l'évaluateur soit souhaitera interroger un processus. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est un ou plusieurs processus. On imagine que ça va dépendre de la taille de l'établissement ou du service qui est interrogé. Et donc, s'il y a un ou plusieurs processus, ça sera déjà une étape. Et son contenu, ça peut éventuellement être fondé sur des choses qu'il a déjà vues dans les autres évaluations. Ça, on ne sait pas vraiment, en fait. Mais ça serait une question, effectivement, peut-être à relayer auprès de la HAS le 5 juillet pour l'approfondir. Parce qu'on n'a rien dans le manuel qui va dans un sens ou dans l'autre. On pourrait par exemple imaginer que le processus soit aussi retenu en fonction un peu de la spécificité de l'établissement. Un établissement qui a un nombre d'admissions conséquent, peut-être qu'on ira interroger ce processus d'admission. Ou à l'inverse, un établissement qui a, je dirais, un taux de rotation plus faible, on peut aussi imaginer qu'on l'interroge parce qu'il est moins pratiqué. C'est vraiment l'évaluateur, en fait, qui va le déterminer. Oui. Merci beaucoup pour votre première réponse. Je prends le relais sur une deuxième question qui a été posée sur quand c'est le cas, quel est le rôle du service qualité? Est-ce qu'il y a un rôle en amont de l'évaluation, au moment de l'évaluation? Comment ça s'organise pour ce service qualité? Alors, je pense clairement que le service qualité risque d'être mis à contribution largement dans la préparation des évaluations. Alors après, ça dépend de l'organisation de l'établissement et du souhait des directions. Mais pour évoquer quelques débats que nous avons pu avoir avec ma directrice qualité, d'ores et déjà, identifier les critères impératifs, identifier les points saillants de ces critères et en vérifier
la mise en œuvre sur le terrain. Alors, les critères impératifs, on le rappelle pour le traceur ciblé, ce sont les droits de l'usager. Donc, la liberté d'aller et venir, par exemple, comment elle est mise en œuvre, qu'est-ce qui existe comme document qui vient tracer la position de l'établissement ou reprendre la position de l'établissement. Et puis, éventuellement, mais ça reste, j'allais dire, à construire, mais ça peut être éventuellement sur certaines thématiques comme ça, en lien avec les droits de l'usager, aller voir ce qui peut nous manquer et comment le construire, comment faire avancer un peu dans la bonne direction, on va dire. Et puis, ça peut être aussi reprendre dans les évaluations des éléments, croiser des éléments avec ce que l'évaluateur peut interroger dans les thématiques et dans les critères impératifs ou les autres d'ailleurs, mais essayer de voir déjà quels sont les points saillants dont je parlais tout à l'heure, les points d'amélioration éventuels, travailler avec les équipes. Je pense qu'il va y avoir une phase d'information des équipes aussi. Comme l'ont dit les 2 personnes qui ont été interviewées, leur première réaction, c'est expliquez-nous. Expliquez-nous à quelle sauce on va être mangé. On ne va pas être mangé, mais quelque part, les équipes peuvent être aussi insécurisées et la moindre des choses, c'est effectivement de leur expliquer comment ça va se passer, ce qu'on attend d'elles. Et sans doute qu'elles pourront même apporter des éléments de compréhension dans certains processus, par exemple, éclaircir certains processus. On a bien insisté, je pense, sur la notion de se préparer et je pense, en mon sens, que les services transversaux sont là, effectivement, pour être service support et aider justement les équipes à se préparer à cette évaluation et à l'appréhender de manière plus sereine. Parfait, merci. Dans la continuité justement de la préparation et en lien avec les processus qui pourront du coup faire l'objet de l'évaluation, est-ce qu'à votre connaissance, il y a une liste de processus types qui pourront faire l'objet d'évaluation ou dans le cadre de la préparation, là je complète un peu la question qui avait été posée, il appartiendra à l'établissement d'identifier de manière exhaustive tous ces processus ou de lui-même en choisir certains et d'en proposer. Voilà, donc est-ce qu'il y a une liste? Oui, non. S'il n'y a pas de liste, est-ce que l'établissement doit faire une liste lui-même exhaustive ou doit-il préparer juste une liste la plus complète possible sans qu'elle soit forcément exhaustive? On n'a pas identifié d'éléments qui identifient une liste de processus. Par contre, effectivement, le fait de les préparer et de les lister, ça peut être une aide, mais on n'a pas identifié de liste préétablie, peut-être malheureusement ou pas. Pour compléter ce que dit Annick, je pense justement, c'est pour ça qu'on en a parlé dans la dernière slide, je pense que ça peut être intéressant, au-delà d'une cartographie générale des processus que possèdent généralement les établissements, et s'ils ne l'ont pas, c'est bien peut-être de commencer à travailler dessus, mais même d'aller un peu plus au fond en détaillant les processus en activité, alors peut-être pas en tâches, mais au moins en activité, ce qui permet en fait ensuite d'en décliner les outils plus facilement. Si on reprend l'exemple du processus d'admission, on va avoir la phase d'accueil, par exemple. Est-ce qu'on a une procédure d'accueil? Oui. Qu'est-ce qu'on a dedans? Est-ce que concrètement on le met en place? Comment on le trace? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme preuve dans une situation particulière? Est-ce on peut aller vérifier dans le dossier comment on l'a tracé, par exemple? Ce qui permet d'avoir une vision en amont de ce qui peut être interrogé pendant l'évaluation. Et puis, en croisant bien avec la question des différentes thématiques. Puisque
si on regarde cette phase d'accueil, vous avez la question du respect des droits, la question de la bientraitance, la question de l'accompagnement par quelqu'un de l'entourage, par exemple, pour la bientraitance. Est-ce que l'établissement permet ou s'assure que la personne ne va pas arriver toute seule avec ses valises, mais peut-être avec quelqu'un qui va l'accompagner et donc s'adapte dans le jour de l'accueil, par exemple, pour permettre à la personne d'arriver avec son frère, sa sœur ou son fils, enfin peu importe. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Interroger jusque-là, ça permet de préparer réellement le comment ça se fait au sein de l'établissement. Donc voilà, avoir une clarification des processus et les décortiquer un peu. Parfait, merci. Et du coup, je crois qu'on a épuisé toutes les questions qui avaient été posées, mais il nous reste un petit peu de temps, donc je vais vous en poser quand même une ou deux de plus. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie fondamentalement cette méthode des deux autres méthodes qu'on avait déjà pu aborder lors des webinaires, que ce soit du coup la compagnie traceur ou l'audit système? Alors, déjà les intervenants. Dans l'accompagné traceur, les intervenants, c'est d'une part la personne, d'autre part l'équipe qui l'accompagne au quotidien. Là, on voit que ce sont donc les professionnels qui sont concernés par le processus, donc ça ne sera pas forcément les mêmes. Puisque si on reprend le processus d'admission, puisque un exemple est toujours plus parlant pour des gens qui ne sont pas forcément des professionnels et qui nous écoutent, le processus d'admission, la secrétaire qui va recevoir la personne le jour où elle arrive devant la porte est concernée par le processus d'admission, tout autant que le surveillant de nuit qui, lui, ne la verra qu'à 22 heures, mais ne va pas découvrir comme ça quelqu'un qui est arrivé. C'est important de présenter les intervenants, les professionnels, dans une politique de bientraitance. Ça fait partie des choses que les établissements font. Donc, il est concerné lui aussi. Et ensuite, dans l'audit système, on a vu que ceux qui sont interrogés en premier, ce sont les professionnels de l'encadrement et en second, les professionnels de terrain. Donc, ce qui diffère fondamentalement, c'est à la fois le processus interrogé, et à la fois les intervenants et l'ordre d'apparition à l'écran des intervenants, si je peux faire ce trait imagé. Là, on est vraiment pour le traceur ciblé, en fait, sur une équipe interdisciplinaire pour un peu renforcer ce que dit Michel, où les personnes qui vont être auditionnées, ça va être pas seulement une équipe éducative, mais là, vraiment, au sens large, Michel parlait de la secrétaire, on va vraiment interroger l'ensemble de l'équipe sur un processus et pas une équipe éducative, pas des services techniques. On va vraiment visiter à travers l'interdisciplinarité. Parfait, merci. Adèle, il reste quelques minutes. Tu veux donner des éléments pour la suite, pour préparer le dernier webinaire? Je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Alors, a priori, il n'y a pas d'autres questions, donc on va un peu vous parler du dernier webinaire qui sera un petit peu différent des 3 précédents, on va dire, puisqu'il répond au webinaire d'ouverture en quelque sorte. Donc, ça sera un webinaire qui sera en partenariat avec la Haute Autorité de Santé, donc qui sera présente tout comme elle était présente lors de notre premier webinaire d'ouverture. Et c'est un webinaire qui tentera de répondre à des questions voilà, où on n'a pas tout à fait les réponses, comme aujourd'hui sur une question où on se dit, bon, je ne suis pas sûre de savoir exactement ce qui sera demandé, quels processus seront évalués, etc. Donc l'idée, c'est que toutes ces questions que vous pouvez avoir en tant que professionnel, personne accompagnée, puissent être posées notamment à la Haute Autorité de Santé, pour qu'on puisse apporter voilà, des précisions. Vraiment, ça peut être des questions à la fois très techniques, ça peut vraiment être des questions très, très diverses et qui se feront via donc une foire aux questions
qu'on mettra en ligne et qui sera envoyé à toutes les personnes qui sont inscrites dans au moins un des webinaires. Donc, tout le monde la recevra. Et voilà, avec l'idée que chacun puisse poser ses questions. Alors, on va essayer de répondre au plus possible à toutes. Après, ça dépend évidemment de tout ce qu'on reçoit comme question. Mais voilà, avec vraiment cette idée de répondre aux questions auxquelles ces 5 webinaires n'ont pas forcément pu répondre parce que ce n'est qu'1 heure, parce que on n'a pas encore les réponses. Et donc, l'idée est de pouvoir y répondre lors de ce dernier webinaire et donc avec la Haute Autorité de Santé qui est quand même la mieux placée pour répondre à vos questions les plus précises, les plus même éthiques ou philosophiques. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là. Et donc ça aura lieu le 5 juillet, alors je crois de 14h30 à 15h30, je crois. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres précisions à donner sur ce dernier webinaire. Juste sur le dernier webinaire, effectivement, juste pour préciser, du coup, Adèle le disait, on va vous envoyer le lien pour poser les questions. Il y aura une date limite pour pouvoir poser les questions qui sera quelques jours avant le webinaire, parce que du coup, la Haute Autorité en Santé, pour pouvoir garantir de porter des réponses qui soient le plus précises et le plus fiables possible, souhaite avoir les questions quelques temps avant. Je ne pense pas que ça empêche, bien au contraire, des questions de dernière minute lors du webinaire, bien entendu, des questions un peu en réaction aux réponses données par la Haute Autorité en Santé. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous proposer un webinaire de clôture qui soit le plus précis et le plus complet possible. Donc, n'hésitez pas à transmettre vos questions. Il y a eu sur le chat là, des demandes. Effectivement, on va essayer de vous transmettre l'ensemble des supports avant pour que vous puissiez revoir les vidéos ou revoir les supports pour proposer d'autres questions. Et on insiste vraiment là-dessus avec Adèle. Toutes les questions sont les bienvenues, vraiment toutes. Et l'HAS était très enthousiaste de pouvoir venir sur ce webinaire avec le GEPSO parce que ça lui permettait d'être aussi en échange direct avec les établissements sociaux et médico-sociaux avec lesquels elle n'a pas forcément toujours d'échange direct et donc elle est aussi demandeur cet échange-là. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Très bien. C'est bon ? Oui, je pense que tout est bon. Tout est bon, on a tout dit. Et n'hésitez pas à nous envoyer mail s'il y a d'autres soucis, questions à l'issue de ce webinaire. Et donc, évidemment, on remercie les 2 animatrices qui, malgré les quelques problèmes techniques, ont réussi à nous faire une présentation très claire et très intéressante. Donc, je vous remercie. Et puis, évidemment, merci aussi aux participants qui ont été, comme d'habitude, nombreux. Et j'espère qu'ils ont été très intéressés par ce webinaire d'aujourd'hui. Merci, Donc, au revoir, bonne nous fin vous de journée. souhaitons une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée à Merci. tous. On va laisser les participants nous quitter.